Christophe Castaner, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner. Conseil de défense à l'Élysée, le mercredi, c'est devenu une tradition avec cette crise sanitaire, réunion à huis clos, quelques ministres tenus au secret défense autour du président de la République et du Premier ministre. Est-ce qu'il faut transformer ce conseil restreint en conseil de défense sanitaire pour un peu plus de transparence? J'ai vu la proposition de Yaël Braun-Pivet, qui est présidente La République En Marche de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Elle demande un ordre du jour, un compte-rendu, des documents publics, un accès aux informations pour permettre au Parlement de contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que vous y êtes favorable? Il y a d'abord une petite incidente qui est la Constitution française. Or, vous parlez du président de la République. Le président de la République n'a pas vocation à être contrôlé, quel que soit le président de la République, par l'Assemblée. Ne mélangeons pas tout. Le Conseil de défense, dans lequel le président de la République, le Premier ministre, les ministres concernés, mais aussi des professionnels de tel ou tel sujet peuvent venir plancher, est un cadre dans lequel le président de la République consulte avec le Premier ministre. Ils prennent ensuite des décisions. Ne fantasmons pas cela. Mais si la question est de savoir si dorénavant le président de la République doit être suivi par un journaliste avec une GoPro qui doit filmer la totalité des décisions, des rencontres, des échanges du président de la République, vous savez très bien que c'est vain et que ça ne fonctionnerait pas. Donc il faut la transparence, c'est ce sur quoi le gouvernement s'engage. Il faut répondre au Parlement et comme président de groupe, je le demande, je l'exige aussi, et le gouvernement le fait très régulièrement, mais il ne faut pas se tromper de débat. Il y a des réunions de travail et le CDSM est une réunion de travail. Pivot se trompe de débat, quoi. Je pense qu'elle se trompe de débat sur ce sujet-là. Bon. J'ai participé, en plus à titre personnel, à de très nombreux conseils de défense. Depuis 2015, il y en a un par semaine autour du président de la République, donc de François Hollande à l'époque et d'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est un cadre de travail. Et que les personnalités, les ministres qui travaillent avec le président de la République soient tenus au secret est une bonne chose. Bien, le gouvernement ne touche pas aux vacances scolaires. Pour l'instant, pas de restriction de déplacement en France, comme nous l'annonçait Emmanuel Vargon hier matin. Donc pas de reconfinement national ou régional avant début mars, c'est ce que j'ai compris. En fait, on ne peut pas répondre à cela. Parce qu'il y a une observation quotidienne, presque heure par heure, de l'évolution du virus, du nombre d'entrées dans les hôpitaux, du nombre d'entrées en réanimation, du nombre de cas quotidiens. Doucement, mais sûrement, malheureusement. Et qui progresse, hélas, et donc la situation reste tendue, mais qui progresse à un niveau que nous pouvons maîtriser aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le président, le Premier ministre, ont décidé en fin de semaine dernière qu'il n'était pas temps de confiner. Est-ce que ça veut dire que nous ne confinerons pas? La réponse est non. Parce que nous devons mener plusieurs campagnes. Donc on ne sait pas s'il y aura reconfinement ou pas avant début mars, avant la fin des vacances scolaires. Non, parce que ceux qui vous annonceraient cela mentiraient, parce qu'ils prendraient en compte des données qu'ils n'ont pas. Les données sont scientifiques, et c'est sur la base de ces données scientifiques que le politique, le président, le Premier ministre, le gouvernement prennent des décisions et que le Parlement contrôle ces décisions. Ce n'est pas la vaccination qui permettra à court terme d'éviter un reconfinement, ou non? C'est ce qu'a dit hier soir le président de la République. Nous sommes en mesure, il a ajouté, nous sommes en mesure de proposer un vaccin à tous les adultes qui le souhaitent avant la fin de l'été. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 40 à 50 millions de Français, quoi, avant la fin du mois d'août, c'est bien cela, hein? De la fin de l'été, le président de la République a évoqué cela. Et c'est l'été, ou le 20 septembre. C'est l'objectif que nous avons, compte tenu des tensions mondiales que nous connaissons sur la production de vaccins. Mais le vaccin n'est pas non plus la seule solution. N'oublions pas aussi tout le travail de prévention individuelle sur lequel nous sommes en responsabilité, le travail qui est lié au fait de pouvoir tester, de tracer, d'isoler, le travail qui est conduit aussi sur le soin, et qui existe aujourd'hui, même si ce sont des traitements extrêmement coûteux, et puis évidemment le vaccin qui doit permettre de faire baisser la pression en quelques mois. Et nous sommes, je sais les polémiques sur ce sujet, tout n'est pas parfait, mais nous sommes dans nos objectifs. Le gouvernement avait annoncé, le Premier ministre, mi-décembre, qu'en janvier, nous souhaitions pouvoir vacciner 1 million de personnes, une semaine d'avance fin janvier, et c'était le cas. Et en février, nous allons continuer cette montée en puissance. Bien, Christophe Castaner, est-ce que nous allons utiliser le vaccin russe lorsqu'il sera homologué? Le président l'a dit hier, tous les vaccins qui sont sur le marché, qui seraient efficaces et qui seraient homologués doivent avoir leur place sur le marché français. On utilisera le vaccin russe, pourquoi pas? Si c'est confirmé, il n'y a aucune raison de faire de l'anti-russe. Il y a quelques sujets sur lesquels on pourrait avoir une critique sur la Russie. Et je pense en particulier à la façon dont le président Poutine traite ses opposants. Mais ça n'a rien à voir avec notre sujet. Si l'industrie russe produit un vaccin qui est validé par les différentes autorités, nous l'achèterons.
le gouvernement l'achètera, et je pense que c'est nécessaire. Il n'y a aucune raison de faire un ostracisme. Le gouvernement l'achètera en dehors de l'Union européenne, quoi, si j'ai bien compris. Mais dans le cadre des discussions aussi que l'Union européenne va mener avec la Russie. Nous pourrions l'acheter nous-mêmes. Et le premier agrément d'ailleurs est un agrément européen, et l'instruction débute. Bon, l'instruction débute, agrément européen, ensuite il y aura agrément en France, et s'il y a agrément en France, nous achèterons ce vaccin russe, pourquoi pas? Je pense que le gouvernement l'achètera. Le gouvernement l'achètera. Bien. Je précise le gouvernement parce que Non, mais il est bon d'informer les Français, Christophe Castaner, pour que nous sachions. Parce que pour vacciner les adultes, tous les adultes français, fin août, il va falloir des vaccins. Et de nombreuses doses de vaccins. Donc, différents vaccins. Depuis l'été dernier, la France comme l'Europe ont étudié à peu près 150 process d'entreprises qui décidaient de se lancer dans la course au vaccin. Et puis, ils ont contractualisé avec les meilleurs en termes de calendrier. Et si d'autres viennent, et on peut avoir de bonnes surprises, il faut évidemment travailler avec eux. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin, voté hier soir. J'ai vu ça, à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de vote des députés et sénateurs, quoi, sur. Ce sont les députés et les sénateurs qui ont voté cela, et qui ont donné mandat au gouvernement pour prendre un certain nombre de décisions en fonction de l'analyse. Seul les décisions sans vote à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Non, parce que par exemple, sur la question d'un confinement, le Premier ministre a pris un engagement. Il a dit s'il y avait un confinement, je reviendrai devant l'Assemblée et devant le Sénat avec un vote et une procédure qui s'appelle le 50-1. Mais là encore, ne tombons pas dans tous les fantasmes. Si certains pensent qu'il faudrait qu'une décision de confinement ou toutes les décisions de gestion de crise soient prises par le Parlement, je vais vous dire un truc assez simple. En moyenne, il faut 6 à 9 mois pour prendre une décision et pour produire une loi au Parlement français. En moyenne. C'est bien dommage d'ailleurs, entre parenthèses. Et je suis assez d'accord avec vous. Alors si on pense qu'il faut consacrer ce temps-là à essayer de rechercher un accord entre toutes les parties, c'est-à-dire tous les partis politiques, on peut en rêver. Mais moi, ce que j'observe de ma place à l'Assemblée nationale, c'est que c'est assez peu probable. Donc aujourd'hui, il y a un gouvernement en responsabilité, un président de la République élu qui travaille sous le contrôle du Parlement. Et ne laissons pas penser qu'il travaillera en cachette pour cacher quelque chose, parce que notamment sur le vaccin dont on parle, ils ont fait le choix de donner les informations au plus bas niveau du territoire. Vous allez sur data.gouv et vous trouverez le nombre de vaccins disponibles dans votre département. Que ce soit les Alpes de Haute-Provence, que ce soit le Gard, vous aurez ces précisions. Et ça me paraît important, et c'est toute la transparence que nous devons aux Français, et en particulier sur le vaccin, parce qu'on sait bien que sur les vaccins, il y a des inquiétudes, et je ne parle pas forcément de ceux qui colportent de fausses rumeurs. Bien, Christophe Castaner, avant de parler du projet de loi confortant le respect des principes de la République, je voulais que l'on s'attarde quelques instants sur la proposition des questeurs de l'Assemblée nationale, le député de La République En Marche, Florian Bachelier, et le député Les Républicains, Éric Ciotti. Il a été décidé d'augmenter l'enveloppe de frais dont dispose chaque député. Ces frais, aujourd'hui, sont de 18 950 € par an, et ils vont passer à 21 700 € par député, frais pour la téléphonie, les taxis, le courrier. Y êtes-vous opposé ? Écoutez, ils ont pris cette décision et je serai solidaire de cette décision. Elle correspond à un fait simple. C'est 2000 et quelques euros d'augmentation à l'année pour les 5-6. Oui, c'est 2100 € à l'année pour les 5-6 collaborateurs que nous avons. Et pour une explication assez simple, vous avez une cinquantaine de députés qui, de fait du confinement, ont multiplié les envois pour garder le lien avec leur circonscription. Et ont multiplié les envois postaux. Ils ont dépassé cette enveloppe. Et donc, les questeurs ont fait une proposition de dire, vu le contexte exceptionnel... 577. Même un peu moins que 50. Même 50, 39, je crois. Et donc, ça veut dire que sur le coup, il faut prendre en compte cela. Mais regardez non pas les 2150 €. Je vous invite à regarder un autre chiffre. 54 millions d'euros. 54 millions d'euros, ce sont les économies qu'ont fait les députés sous l'autorité de Richard Ferrand depuis le début de la mandature. Suppression du régime de retraite, suppression de frais obsèques, suppression des allocations chômage qui étaient particulières pour les députés pour nous aligner sur le droit commun. C'est cela la réalité. Et cette année, il y a eu des frais... Vous augmentez vos frais. Non, d'accord. Mais de 2000 et quelques euros. De 15%, je préfère le pourcentage. Oui, mais vous savez très bien que... Christophe Castaner. 15%. Je vous dis ça parce que quand on parle de l'augmentation du SMIC, on parle d'une augmentation de 0,99%. Oui, mais... On ne donne jamais le chiffre. Oui, alors dites-vous bien que ça n'est pas... On dit... Oui, mais ne confondez pas tout, Jean-Jacques Bournet. On ne parle pas du salaire des députés qui se seraient augmentés, ça n'est pas le cas. Non, je ne parle pas des salaires, je parle des frais. On parle d'une décision à laquelle je n'ai pas participé, mais je suis par principe solidaire. Vous êtes solidaire. On parle d'une décision qui augmente les frais, notamment de
postage et d'envoi de courrier à nos habitants, à nos électeurs, et pas forcément ceux qui ont voté pour nous, mais à nos électeurs, pour les tenir informés dans cette période de crise. C'est aussi le rôle des députés que de faire ce lien-là. Et ne faisons pas de polémique, parce que je veux bien qu'on parle de 15%, mais de quelques milliers d'euros, quand on sait que cette Assemblée est la première à avoir aligné au droit commun du travailleur au SMIC, le député, notamment sur la question des retraites. Bien, Christophe Castaner, parlons de l'Assemblée encore un peu. 577, c'est un bon sujet, Monsieur Bourdin. Mais 577 députés. Le président de la République avait promis une baisse du nombre de parlementaires. Je me souviens, il avait promis aussi une proportionnelle aux élections législatives. Où est-elle ? Le président a tenu ses engagements dans la mesure où le gouvernement s'est prononcé, a adopté un texte de loi qui prévoit à la fin une dose de proportionnelle et à la fois une baisse du nombre de parlementaires. Et il a demandé aux deux présidents de chambre, Richard Ferrand et Gérard Larcher, de se mettre d'accord pour que ce texte aboutisse. Le Sénat a été clair, ils ne veulent pas en entendre parler. Et donc aujourd'hui, cette loi qui doit être votée par le Parlement, qui implique le vote du Sénat pour la baisse, je crains que le Sénat continue à bloquer sur ce sujet-là. Elle ne sera pas votée, donc il n'y aura pas de proportionnel aux législatives prochaines. Alors ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas maître des décisions, notamment du Sénat. Et il y a une différence entre l'engagement du président, une dose de proportionnel et la baisse du nombre, je répondais à votre question, et la seule proportionnelle. Parce que si on veut être exact, et je vais tenter d'être exact, l'Assemblée nationale pourrait le décider seule. Exactement. Ce débat est ouvert. Propose François Bayrou. Oui, il propose un scrutin départemental à un seul tour avec un seuil à 5% des suffrages exprimés. C'était ce qui avait été appliqué en 1986, me semble-t-il. Non, en 1986, en fait, tous les départements étaient à la proportionnelle. Mais c'est à peu près la même logique. L'Assemblée pourrait le décider seule contre le vote du Sénat. Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, j'y suis favorable parce que c'est un engagement présidentiel que nous avons pris sur cet objectif-là. Je ne suis pas favorable à toute la proportionnelle partout en France parce que je pense qu'elle changerait en profondeur les majorités et créerait de l'instabilité, mais c'est un débat que nous pouvons avoir et que je souhaite que nous ayons. Et le référendum sur le climat ? Ça, j'y suis évidemment favorable parce que je pense que c'est d'abord inscrire dans la Constitution des objectifs majeurs que nous devons avoir, mais c'est aussi mobiliser la nation à travers un référendum. Il aura lieu ce référendum ? Je souhaite qu'il ait lieu et le gouvernement soumettra... À la rentrée à l'automne ? Alors là aussi, on va faire un peu de constitutionnalité, c'est complexe. Allez-y. Il faut que nous votions entre l'Assemblée nationale et le Sénat le même texte pour que le président de la République puisse ensuite consulter les Français. Donc nous verrons aussi l'attitude des uns et des autres. Il y aura des évolutions par rapport aux propositions qui nous seront faites. Il y aura une discussion légitime au Parlement. J'ai le sentiment que le Sénat veut que ce texte aboutisse. Ce sera le cas de ma majorité. Dernier sujet sur le travail parlementaire, il y en aurait d'autres, Christophe Castaner, mais l'adurcissement de la loi contre l'inceste. Il y a une proposition de loi socialiste qui va être débattue prochainement à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez la soutenir ? Parce que l'inceste doit devenir un crime. On est d'accord ? Alors, l'inceste... Sur le terrain pénal. Alors, il faut avoir en tête que l'inceste, c'est un acte sexuel qui peut être un crime, un viol est un crime, et vous avez une circonstance aggravante si on est dans le cadre de l'inceste. Mais il y a la question de l'âge du consentement ou pas qui fait débat. Moi, je pense que nous devons aller vite, quel que soit le véhicule législatif. Mais j'ai fait une proposition à la présidente du groupe socialiste il y a 2 jours. Il y a un texte qui a déjà été voté au Sénat. Et donc, il nous ferait encore gagner du temps si nous reprenions ce texte qui vient d'un groupe qui n'est pas un groupe soutien à la majorité présidentielle. Et si nous reprenions ce texte, nous éviterions encore une navette. Et je pense que nous pourrions aller encore plus vite en allant dans le même sens entre le groupe socialiste. Que dirait ce texte ? Alors, la vraie discussion, c'est que le texte prévoit un âge de consentement à 13 ans au Sénat. Le texte proposé par le groupe socialiste est à 15 ans. Mon groupe est plutôt favorable à 15 ans. Et donc moi, je pense que c'est plutôt sur cette base-là qu'il faudrait avancer. Mais allons vite et ne cherchons pas à revendiquer telle ou telle paternité ou propriété d'origine. Je souhaite vraiment aller vite et je tends la main à la fois au groupe socialiste et à la fois au groupe Union centriste pour que sur ce sujet, nous soyons très actifs. Un mot encore. Le Mercosur, le fameux Mercosur, accord commercial entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil en tête. Est-ce que la France, oui ou non, négocie la levée de son veto à la signature de cet accord ? Non, le président de la République a dit que les conditions n'étaient pas réunies, et si les conditions ne sont pas réunies... Bien sûr, mais Julien Denormandie, notre ministre de l'Agriculture, l'a réaffirmé. Si les conditions ne sont pas réunies, il n'est pas question de signer cet accord-là. Paris accepterait de ratifier l'accord à condition que des engagements séparés soient pris contre la déforestation et le réchauffement climatique. Mais si les engagements... Non, mais je ne sais pas sur le détail de la négociation, donc je ne vais pas prendre le risque de vous répondre, mais si les engagements que nous
sont tenus par nos partenaires, il ne faut pas dire que par principe on est contre tout accord. Certains effectivement sont contre par nature tout accord. Moi, je préfère... Vous n'êtes pas contre, donc le gouvernement français n'est pas contre tout accord. Je ne suis pas le gouvernement français, mais je vous parle en mon nom et au nom de ma majorité. Éminent de la majorité. Par nature, je vous remercie de me qualifier d'éminent, mais par nature, nous ne sommes pas hostiles à des accords internationaux. Vous savez, c'est toujours mieux, je pense, d'avoir des accords internationaux plutôt que de laisser faire le marché et de faire comme si ne rien ne se passait. Il faut plutôt contrôler le marché. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut contrôler le marché. Loi séparatisme, je préfère projet de loi confortant le respect des principes de la République. D'ailleurs, c'est l'intitulé de ce projet de loi, Christophe Castaner. Alors, moi j'ai entendu les croyants, quelle que soit leur religion, qui protestent contre ce texte et qui se demandent s'ils ne sont pas des individus qu'il faudrait particulièrement surveiller. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire quoi ? On soupçonne les cultes des pires mots, tous les cultes des pires mots à travers ce texte ? D'abord, dans l'histoire, on parle beaucoup de la loi 1905, qui est une loi fondamentale. Oui. Les cultes, à l'époque, ça n'était pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, étaient hostiles à cette loi de 1905. Ils considéraient que tout allait bien et qu'il ne fallait pas se mêler de la question de la place du religieux dans la société. Et donc, il y a forcément des craintes. D'abord, tous les cultes ne sont pas hostiles. J'ai lu ce matin, dans un journal, une interview d'Haïm Corsia, le grand rabbin de France, qui parle de certaines inquiétudes et que nous corrigerons avec Gérald Darmanin. C'est-à-dire mais sur le contrôle des associations. Sur le contrôle des associations, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons. Mais est-ce que les différentes religions auront accès à des déductions fiscales ou aux revenus d'immeubles acquis à titre gratuit, legs ou dons, par exemple? C'est une des demandes. C'est une des demandes. Le président de la République a fait quelques annonces sur ce sujet-là. Ça n'aura pas sa place, parce que ça, les déductions, c'est la déduction fiscale, ça n'a pas sa place dans ce texte. Il y a la question des immeubles de rapport. Certaines religions peuvent avoir des immeubles de rapport, d'autres non, y compris liés à la religion. Moi, je pense que si on veut, mais c'est un vrai débat d'ailleurs, si on veut faire en sorte que les religions se donnent les moyens de former, et les imams en particulier, de les rémunérer, il faut qu'elles aient des ressources. Et les immeubles de rapport liés à l'activité font partie des propositions qui sont dans ce texte de loi. Je pense qu'il faut regarder les choses avec franchise. Et si nous voulons des cultes, et le culte musulman en particulier, organisés dans notre pays, il faut effectivement se donner les moyens qu'ils passent cette organisation. Par contre, excusez-moi Jean-Jacques Brun, juste un point, ce que nous refusons et ce que le président de la République refuse, c'est l'ingérence étrangère. Parce qu'aujourd'hui, certains cultes, et le culte musulman est très fortement financé par tel ou tel pays. Aujourd'hui, vous avez des imams qui viennent en France, qui sont salariés, qui ne parlent pas la langue française et qui sont en fait des salariés de pays étrangers. Cette ingérence-là, nous la refusons. Donc au-delà de 10 000 €, obligation de certifier les comptes, c'est bien cela ? Alors, ça sont les associations cultuelles. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les lois 1901 dans les associations et 1905 qui sont cultuelles. Vous avez beaucoup d'associations cultuelles qui, et pas pour tordre la loi, sont plutôt en 1901. Donc l'idée du texte, c'est on met des contraintes, les mêmes qu'en 1905 aux associations 1901. Par contre, on met des avantages sur les 1905 pour que le mouvement se fasse vers 1905, pour plus de contrôle, plus de transparence. Oui, au-delà de 10 000 €, il y aura un commissaire aux comptes, enfin bon, etc., etc. Ça va coûter une fortune. Comme on le demande. Certaines associations culturelles qui n'ont pas les moyens. Mais comme on le demande à beaucoup d'associations, et vous savez, je pense que la transparence dans les cultes, elle est nécessaire, et que nous savons bien qu'il y a soit des ingérences étrangères, soit certains détournements de procédures comptables, et donc oui, il faut les contrôler. Christophe Castaner, est-ce que vous pensez que ce texte va rendre la loi de 1905 attractive aux yeux des musulmans ? Parce que c'est l'un des objectifs. Par exemple, sur les immeubles de rapport, dont vous parliez il y a quelques instants, c'est principalement fait pour qu'effectivement les musulmans puissent avoir des immeubles de rapport et un financement du culte. Mais l'idée, c'est de renforcer la loi de 1905, de lui donner plus d'attractivité et plus de protection, parce que c'est une loi fondamentale, et c'est ce que ce texte fait. C'est un projet de loi contre l'islam politique, comme le disent certains. Il nous donne des moyens d'agir contre l'islamisme. Vous stigmatisez les musulmans, comme le dit Jean-Luc Mélenchon ? Je pense que Jean-Luc Mélenchon est dans la caricature, se trompe. Je pense que les musulmans eux-mêmes... Pourquoi est-il dans la caricature ? Parce que c'est une constante chez lui. Et donc, c'est par objectif électoral ou pas ? Non, je pense que c'est par culture. Il était très très fier d'avoir participé, il nous l'a dit il y a 2 jours, et je lui ai répondu à la manifestation du mois de novembre contre l'islamophobie. Je pense qu'il se trompe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que
ceux qui pratiquent l'islam savent qu'ils ont le même adversaire que nous, l'islamisme. Et ils ne mélangent pas. Et au contraire, le propos de Jean-Luc Mélenchon a tendance, au fond, à faire cet amalgame entre islam et islamisme. C'est deux choses très différentes et qui n'ont rien à voir l'une de l'autre. Mais vous avez des gens qui, au nom d'une religion, commettent le pire. Et ce sont eux nos adversaires. Et ce combat, nous devons le mener avec les musulmans et pour les musulmans en France. Christophe Castaner, très bien, mais prenez en compte l'inquiétude des autres cultes, de tous les cultes, d'accord, mais des autres cultes en particulier, qui pensent que vous êtes en train d'essayer de mettre en place une allégeance des associations à la République. Non, mais ça n'est pas le cas. Il faut les rassurer. Vous savez que j'étais ministre de l'Intérieur, que ce texte de loi, j'y ai beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup travaillé avec les représentants de la communauté catholique, de la communauté juive, de la communauté musulmane. La laïcité ne doit pas devenir autoritaire. Mais je pense au contraire que la laïcité, c'est garantir le droit de croire et le droit de ne pas croire. Et c'est le garantir. Et d'ailleurs, cette loi conforte aussi et protège ceux qui font un choix de croire et qui seraient menacés dans leur croyance. Mais à l'inverse, cette loi, elle vise une chose, à faire en sorte que dans notre pays, les lois de la République soient toujours supérieures aux lois religieuses que veulent appliquer certains. Bien, merci Christophe Castaner, 8h55. Vous êtes sur RMC et sur BFM TV.